avec les croyances, on s'enferme. À partir du moment où vous avez défini votre Dieu, votre au-delà, vos anges, et toute cette mythologie, et tous ces symboles, vous êtes déjà enfermé dans quelque chose. Il faut être prêt à recevoir tout ce qu'on ne connaît pas, et tout ce qui, quelquefois, ne correspond pas à ce que l'on connaît. Et l'au-delà, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de loi. C'est fini de dire malédiction aux suicidés, ils ne trouveront pas la lumière. C'est vrai que lorsqu'on est en vie ici, on n'est pas là pour supprimer, se donner la mort. Mais dire que ceux qui se sont donné la mort ne trouvent pas la lumière, c'est absolument faux. On a constamment des défunts qui se sont suicidés, qui viennent vous parler en disant « je suis bien ». Et puis on a d'autres gens qui ont mené une vie exemplaire, qui sont morts de leur belle mort et qui vous disent « je suis très mal ». Ça correspond vraiment à un état de conscience et non pas la valeur de la vie. J'ai été bon, j'ai été mauvais, j'ai fait bien, j'ai fait mal. Évidemment qu'il faut bien faire, mais bien faire, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent bien faire et qui font du mal. Il y a des gens qui font mal et qui font plus de bien en faisant mal que s'ils avaient voulu faire du bien. Donc tout ça est très relatif. Et puis de l'autre côté, j'ai découvert que le bien et le mal n'existaient pas. Il n'existe qu'un état vibratoire, une vibration. Elle est ni bien ni mal, elle est juste une fréquence, comme une fréquence radio, comme des ondes. On capte une onde, une basse fréquence, une haute fréquence. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est ici. Ici, on a créé le bien et le mal. Faire le mal, c'est nuire à l'autre. Et c'est normal d'avoir mis des lois et des principes pour pouvoir vivre ensemble. Mais de l'autre côté, ça n'existe pas comme ça. Ce que nous ressentons étant mal ici, de l'autre côté, peut être un grand bien. Parce que ça va être utile à notre avancement. Et puis ce que nous ressentons comme bien, de l'autre côté, considéré comme inutile, parce que ça ne fait avancer aucune chose. La grande question est, et c'est la question que je posais aussi aux scientifiques, c'est a-t-on envie d'avancer? A-t-on vraiment envie d'avancer, ici, aujourd'hui, à notre époque, avec tout ce qui se passe? Avons-nous peur? Oui. Est-ce que la peur empêche d'avancer? Oui. Donc je dirais qu'il y a deux ennemis, la souffrance et la peur. Et cette peur-là, pour entendre ce que j'ai à vous dire, il va falloir vous en libérer. On n'a plus peur. On n'a plus peur de ce qui est de l'autre côté, de ce qui est à côté de nous qu'on ne voit pas, parce que ça fait partie de nous. C'est un autre nous. C'est notre monde qui est agrandi, qu'on ne voit pas. On ne voit pas tout. On ne voit pas tout ce que nous sommes. Nous ne voyons qu'une fraction de ce que nous sommes. Quand vous me regardez, quand je vous regarde, vous voyez une fraction simplement de ce que je suis, et moi je ne vois qu'une fraction de ce que vous êtes. Car vous êtes ici, mais vous êtes ailleurs en même temps. Votre conscience circule, visite, est là, pas là, elle s'étend, elle se rétrécit. Heureusement, la physique quantique aujourd'hui commence à avoir des définitions, commence à avoir des équations intéressantes pour démontrer que la conscience est vivante, exponentielle, rétractable, voyage de dimension en dimension. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans ce que m'a raconté Massimo Teodorani, c'est que deux êtres qui se sont rencontrés et qui se sont aimés ici ne sont, par les théories de la physique quantique, jamais séparés. Deux particules qui se rencontrent, qui vont fusionner, même si on les sépare par des années-lumière, elles vont toujours être en correspondance et toujours communiquer. Ça veut dire qu'on n'est jamais séparés, ni ici, ni après. C'est au nom de l'amour. Vous savez, ce fameux amour dont on parle tant et dont on finit par douter un peu de la signification. On ne sait plus très bien à quoi ça correspond, cet amour. Eh bien, cet amour, c'est cette force qui est là pour nous unir et pour faire qu'on reste ensemble, ici et après. Vous savez, il y a des gens qui vont vivre ensemble une vie, l'un côté de l'autre, et qui ne vont pas être ensemble, pas se regarder, très peu communiquer. Et puis, il y en a d'autres qui vont être séparés par la mort et qui vont être ensemble tout le temps. C'est comme ça. C'est la fusion des particules. C'est cette capacité que nous avons de communiquer toujours et partout. Je me suis beaucoup posé de questions aussi parce que la médiumnité est un état que je n'avais pas prévu évidemment de vivre un jour, qui m'a fait beaucoup rire à l'époque.
comme le fait rire beaucoup de gens, les sceptiques, qui viennent me voir généralement quand ils ont perdu quelqu'un et qu'ils souffrent beaucoup. On devient beaucoup moins sceptique quand la mort nous frappe, je vous assure. C'est quelque chose qui vous ramène quand même à votre position dans l'univers, la mort de l'autre. Et puis, c'est des fins. Si je reviens à mon bouquin sur cette physique quantique et sur les scientifiques que j'ai rencontrés, quand j'ai demandé à Massimo Teodorani, en lui envoyant un mail, lui, ce physicien qui partageait sa vie entre l'Italie et la NASA, donc les États-Unis, est-ce que vous voudriez faire un livre avec moi et parler de la médiumnité à travers la physique quantique? Lui n'était pas du tout là-dedans. Il m'a dit, écoutez, moi je ne crois pas à ces choses-là, je ne me suis jamais posé la question à vrai dire, mais je veux bien vous rencontrer. Je n'y connais rien en physique quantique. Je ne suis pas une matheuse, la physique m'a toujours horripilée, et les choses qu'on lit maintenant sur la physique quantique, dans les livres ésotériques, c'est tellement un ramassis de raccourcis que ça ne veut pas dire grand-chose. On se rencontre à Paris, avec l'équipe de la maison d'édition, et il ne parle pas français, donc on commence à discuter, lui, avec Alexandre Adler qui était là, donc ce journaliste qui a traité la partie historique, et on commence à discuter autour d'une table de ce qu'on allait traiter. Et Massimo Teodorani est là, sérieux, concentré, en train de répondre en anglais à des questions que je lui pose. Et tout à coup, je ressens que quelqu'un est là, un esprit, quelqu'un qui vient d'ailleurs, et qui va me perturber, mais me perturber tellement que je ne peux absolument plus entendre Massimo Teodorani. Je suis prise de tremblement, d'une angoisse terrible. Et il le voit et me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne va pas? Et je lui dis, donnez-moi vite une feuille et un stylo, vite, quelqu'un veut s'exprimer. Et là, il va se passer une chose incroyable. Ma main va écrire, devant les gens de la maison d'édition, il y avait du monde, ma main va écrire, mais pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, c'est-à-dire à l'envers. Tout a été pris à l'envers, c'est-à-dire qu'il fallait regarder devant un miroir la feuille pour pouvoir déchiffrer ce qui était écrit. C'est très très étonnant aussi ça m'a beaucoup questionné. Écrire à l'envers, ça veut dire qu'on est dans une autre dimension et qu'on voit comme à travers un miroir. C'est très très étonnant. Et là, en déchiffrant le papier, Massimo Teodorani lit en anglais, tout était écrit en anglais. Je suis David Bohm, donc un physicien qui a créé, qui a travaillé à la bombe atomique lors de son étude. Je suis David Bohm et je voulais vous dire qu'il va falloir sauver votre travail, que votre équation est erronée, une équation sur laquelle il travaillait, et que moi-même, j'ai été un peu arnaquée. J'ai cru à des choses qu'il ne fallait pas. Ne partez pas dans ma direction, prenez une autre direction sur votre étude. Évidemment, moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne connais pas les études de Massimo Teodorani, même si je les avais connues, ça ne m'aurait pas avancé à grand-chose, car pour moi, c'est un charabia indéchiffrable. Et là, je vois Teodorani, qui est assez bouleversé, et il me dit, mais de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Et je suis tellement mal que je dois rentrer à l'hôtel. Je dois interrompre la séance, je dis, moi, je suis très mal, j'avais froid, cette entité, ce personnage m'avait absolument vidé de mon énergie, et il fallait que j'aille me reposer. Je rentre à l'hôtel et on remet la séance un peu plus tard. Teodorani est bouleversé, il a vu quelque chose, il ne comprend pas trop ce que ça veut dire, et on se donne rendez-vous au lendemain matin. Or, dans la nuit, je ne peux pas dormir, et je suis tourmentée par cette entité de David Bohm qui revient et qui me dit « Excusez-moi, je suis désolée de vous tourmenter, je ne suis pas dans la lumière, j'ai trop de choses à dire, je n'ai pas été entendue, il faut absolument que vous transmettiez encore des données à Massimo Teodorani. » Donc pendant la nuit, je prends une série de données d'équations. Des équations que je lui remets le lendemain matin. Peu après ça, je me sens un peu mieux. Il semblerait que David Bohm se sente mieux aussi, puisqu'il me laisse en paix. Et le lendemain matin, au petit déjeuner de l'hôtel, je vois le physicien descendre de sa chambre, s'asseoir, et je lui dis, voilà, Massimo, j'ai encore un message à vous donner, et je lui donne une feuille avec des équations, et surtout une direction à prendre dans son étude.
Et il regarde, moi je ne comprends pas ce que j'écris, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, c'était des mots et des chiffres, je ne comprenais pas. Et je vois Massimo Teodorani qui me dit « Mais c'est fou !» Et il se lève et il dit « Il faut que je prenne l'air, c'est incroyable, c'est incroyable !» Et il sort. Et lorsqu'il revient, il me dit « Voilà 10 ans que je fais erreur dans le sens de mes travaux, et voilà qu'à travers vous, qui ne connaissez absolument rien à la physique quantique, vous venez de me donner le résultat d'une équation, plutôt un chemin à prendre. Comment est-ce possible ?» Et je lui dis, voilà un excellent moyen pour vous de me répondre à la question, c'est justement ça que je vais vous demander. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il a voulu réfléchir à tout ce qui pourrait se passer, il le dit dans le livre d'ailleurs. Qui a pu? Est-ce que c'est une conscience qui agit au nom de David Bohm? Est-ce que c'est David Bohm lui-même? Lui, il ne le sait pas. Donc il essaie d'imaginer, mais tout ce qu'il dit aujourd'hui, et aujourd'hui il le dit, ça existe. Quoi que ce soit, ça existe. Il s'est passé quelque chose. La beauté de cette expérience, c'est que je ne pensais pas que ça m'arriverait ce jour-là, puisqu'on ne sait jamais quand on va communiquer avec les défunts. Vous savez, ils arrivent quand on ne les attend pas, et quand on les attend, généralement, ils ne viennent pas. C'est comme ça. Ce n'est pas sur commande. Donc ce jour-là, apparemment, les fréquences étaient réunies pour qu'on puisse travailler et donner ce résultat. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, mais aujourd'hui que ce livre est fait, avec la science, je me dis que finalement, on n'a pas plus de réponses. Et je me dis aussi qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde et l'accélération du temps, je vais vous en reparler de l'accélération du temps, c'est important aussi. La science est arrivée pratiquement à ses limites, à certaines limites. Il faut qu'elle fasse maintenant qu'elle franchisse des murs qu'elle n'a jamais osé toucher. Ça commence, puisque beaucoup de scientifiques commencent à s'intéresser à autre chose. Mais il va falloir que ça bouge très très vite. Et pourquoi il va falloir que ça bouge? Parce que notre monde est en train de bouger terriblement vite. Il y a des faits dans notre cosmos qui sont en train d'advenir, l'accélération de notre temps. Le temps s'accélère, ce n'est pas moi qui le dis, vous le vivez. Et vous vous dites toujours, c'est bizarre, j'ai l'impression que ma semaine est passée à toute vitesse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai rien fait alors que j'ai tout fait, j'avais plein de choses à faire, j'ai pas eu le temps. Alors comment je faisais autrefois? Eh bien autrefois, vous aviez du temps parce que le temps était plus long. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai. Il y a un physicien allemand, Schumann, qui a donc démontré que le temps s'accélère. Le temps s'accélère depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, dans 24 heures de votre vie, en densité du temps, vous ne vivez que 16 heures. C'est-à-dire que vos 24 heures, en fait, qui sont toujours 24 heures chronologiques, ne correspondent qu'à 16 heures de votre temps. Et en 16 heures, on ne fait pas grand-chose. On se dépêche. On a l'impression d'être toujours plus stressé. Toujours plus stressé. Et on vous demande de faire la même chose qu'avant, mais avec moins de temps. C'est pas seulement un fait social et économique, ça correspond à un fait physique de la Terre. Car la Terre accélère le temps. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est arrivée à la fin d'un cycle. Et les changements climatiques provoquent cette accélération du temps. C'est la fin d'un cycle terrestre, avec évidemment une fragilisation des champs magnétiques, une densité hertzienne, une fréquence hertzienne terrestre très différente. Et nous sommes basculés là-dedans avec des tas de symptômes. Ces symptômes qui nous rendent fous quelquefois, c'est cette compression du crâne, cette impression d'être dans une déprime, se lever avec, pas forcément de la déprime à cause de notre travail, de notre vie, quoi qu'il y a bien des raisons. Non, simplement, parfois on a des symptômes très bizarres qui arrivent, l'impression d'être complètement dans une compression totale du corps, les oreilles qui bourdonnent, les yeux qui se voilent comme dans un brouillard, et puis ça s'en va, et puis ça recommence. Compression crânienne, maux de tête, maux de dos, bref, on a des tas de symptômes de plus en plus affichés chez tout le monde qui viennent de ce changement climatique et de cette accélération du temps. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la médiumnité? Mais tout est lié. Puisque tout change, tout s'accélère aussi de l'autre côté. Il y a une véritable évolution. Il se passe des choses aujourd'hui en médiumnité qui ne se passaient pas avant, des communications de défunts qui ne se passaient pas de la même façon auparavant. On ne peut plus communiquer de la même façon. Tout change. Même là, ça change. Ça va plus vite. C'est plus synthétique. Évolution ici, évolution là-bas.
me parle, et je parle souvent avec des médiums qui m'envoient des mails ou qui m'appellent, il y a un langage médiumnique qui me perturbe un petit peu, qui me dérange. D'abord, le monde de l'invisible, on vous parle toujours de la lumière et la beauté. Bien sûr, il y a la lumière, il y a la beauté, mais il est comme ici. C'est-à-dire qu'il y a aussi la noirceur et il y a aussi le danger. C'est la même chose. C'est pas un monde complètement dépourvu de danger. Il y a aussi des dangers de l'autre côté. Sauf que la différence, c'est qu'ici, on est tous mélangés. Quand on arrive sur Terre, apparemment, d'après ce qu'on nous dit, nous sommes tous mélangés. Nous venons tous de dimensions différentes. Quand je dis dimensions, ce n'est pas des planètes, hein. Attention, les planètes, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de planètes d'extraterrestres, moi je ne suis pas là-dedans du tout. Et les planètes correspondent toujours à notre dimension à nous. C'est toujours notre dimension. Je parle de fractions de temps différents. Nous venons d'espaces différents. Et nous sommes tous regroupés ici, sur cette même Terre, avec nos évolutions différentes, notre façon de voir les choses différentes, notre vision du monde différente, et nous devons cohabiter. Tous les jours, vous voyez les résultats dans les journaux. Ça ne marche pas très bien. Pourtant, pourquoi on est obligé de faire ça? Pourquoi on choisit de venir ici? Pourquoi il n'y a pas d'autres moyens? Si, on va vous dire il y a d'autres moyens, mais vous choisissez de venir ici. Et j'insiste, vous avez choisi de venir ici. Vous n'êtes pas un accident tombé d'une planète. Vous avez choisi. Ah, mais moi, j'ai jamais choisi de souffrir, j'ai jamais choisi d'avoir mal. Comment pouvez-vous dire que j'ai choisi? Et le petit enfant qui meurt au Sahel, il a choisi? Oui, ce qu'on me dit, c'est qu'il a choisi. Pourquoi? Parce que nous sommes juste un vecteur. Nous sommes un vecteur. Ce corps que vous voyez n'est qu'un vecteur qui disparaîtra demain, après-demain. Mais ce qu'il y a dedans, ça va continuer. Et ça va choisir autre chose. Nous choisissons de nous incorporer dans différentes choses, différents espaces. Pas forcément la Terre. Ici, c'est difficile. On revient peut-être pas, ou peut-être on revient. Ah, question sur la réincarnation, c'est pas obligatoire. On revient ou on revient pas. On choisit. Il y en a qui sont venus une fois, il y en a qui reviendront jamais, il y en a d'autres qui reviennent plusieurs fois. Tout dépend de ce qu'on veut. Pas d'obligation là-dessus. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cycle répété. Je vous le redis, dans l'au-delà, il n'y a pas de cycle répété. Toutes les philosophies qui tendent à faire des cycles, c'est pas vrai. Chaque cas est un cas particulier. Tout est unique. Et puis, se réincarner. Ça voudrait dire que nos défunts se réincarnent? Ah oui, parce que la question aussi qu'on peut se poser. Les gens qu'on a aimés, qui sont partis, alors ça veut dire qu'ils sont réincarnés et que l'enfant qu'on va croiser, c'est mon mari ou la jeune dame que je vais voir tout à l'heure, c'est ma mère? Non, ça ne marche pas comme ça, pensez bien. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, pour vous rassurer, parce que c'est une réalité qui m'a été dite, tous vos défunts qui sont partis ne se réincarneront pas, si cela devait se produire, tant que vous êtes ici, et tant qu'il reste une personne qui s'en souvienne et qui l'aime. C'est comme ça. Elle reste de l'autre côté à disposition, toujours. Ce serait terrible. Et ce ne serait pas logique. Pas dans la logique de l'amour. Donc, ça ne se produit pas. Je sais que ça fait partie des angoisses de beaucoup qui se disent « Mais alors, c'est terrible, mon enfant va être incarné, ça va être quelqu'un d'autre. » Mais non, non, votre enfant reste votre enfant. Cette âme qui vous a aimé au point de vous choisir pour mère, pour père, pour sœur, pour frère, cette âme-là continue. Elle est toujours en connexion avec vous. Vous pensez bien, elle ne va pas venir. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Les réincarnations qui se font, si elles se font au bout d'un certain nombre d'années, ou quand il n'y a plus de descendance, ou plus de famille. Plus personne, en tout cas, qui les cherche ici, dans leur état précédent. On voit souvent sur les journaux, dans les chroniques, des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, des enfants qui se souviennent avoir été pêcheurs en Islande, qui peuvent vous décrire leur maison, etc. Et on se dit, oh, c'est formidable, donc voilà, vie antérieure, je dis vie antérieure ou pas. C'est possible. Il est très possible qu'un enfant qui dit avoir été une autre personne et qui vous parle de cette personne et qui vous montre la maison a été cette personne. C'est possible, ça peut arriver. Mais il se peut aussi qu'il soit sous influence de quelqu'un qui lui raconte sa vie.
prendre tout pour argent comptant, ni en hypnose, ni dans ce qu'on peut imaginer. Vous savez, on a tendance à interpréter. Il faut toujours être très prudent dans l'invisible et dans la médiumnité. On n'interprète pas, on essaie de comprendre ce qui est dit. C'est différent. Si un enfant vous raconte avoir été un pêcheur en Islande, qui vous raconte, qui vous donne son nom, etc., vous pouvez aller vérifier. Et il faut vraiment enquêter toujours pour savoir s'il y a une chance que ce été cet homme-là ou si il est sous l'influence de cet homme-là. Car je me suis rendu compte que l'au-delà a une capacité d'influencer énorme. En fin de compte, ils sont toujours sur notre dos. On n'est jamais seul, on est toujours conseillé, on est toujours entouré et on est très souvent influencé. Très souvent influencé. Dans tout ce que nous faisons, on nous souffle à l'oreille de faire des choses. Alors quand ce sont les gens qu'on aime, eh bien, on fait des choses tout à fait agréables et qui vont dans le bon sens. Puis quelquefois, quand ce sont des gens qui sont beaucoup moins sympas parce qu'on a été les chercher ou parce qu'on n'a pas été très prudent sur certains, on va dire sur certaines pratiques ésotériques, c'est beaucoup moins agréable. Les influenças sont beaucoup plus... Mais l'au-delà nous influence énormément. Être toujours prudent dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, chercher à comprendre, éviter d'interpréter. Éviter d'interpréter. L'interprétation est dangereuse. Prendre les faits tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. L'imaginaire est un facteur extrêmement polluant dans la médiumnité. L'imaginaire du médium est très polluant. Le médium prend une information et au lieu de dire « il y a un homme qui est là » et se contenter de dire « il y a un homme qui est là », il vous dit « il y a un homme qui est là », cet homme peut vous dire que, et puis va commencer à, je dirais, anticiper, voire inventer. C'est pas par tromperie souvent, c'est par volonté de bien faire et de montrer qu'on peut avoir plus d'informations. Il faut être sincère, il faut être surtout honnête avec soi-même et avec les autres. Il ne faut dire que ce que l'on voit. Ne jamais interpréter, ne jamais inventer. Ça, c'est la loi. Et je ne le dis pas seulement pour les gens qui sont vivants, je le dis aussi pour les défunts. Car ça ne porte pas vraiment bonheur d'inventer. C'est-à-dire que beaucoup de médiums qui ont créé des situations, qui ont inventé des choses, sont souvent un peu abandonnés. De l'autre côté, on dit on ne vient plus lui parler parce que de toute façon, elle ne dira pas la vérité. Ça marche comme ça aussi. Donc toujours être honnête. Pour en venir aux enfants, j'ai quelque chose dont j'avais envie de vous parler. Les enfants voient les défunts, les voient partout, les voient souvent, mais n'en font pas une maladie. Souvent, lorsqu'ils sont effrayés, c'est autre chose. Quand il y a des maisons habitées ou des choses comme ça. Mais les enfants, et vous-même, enfants, vous ne vous en souvenez pas, mais vous avez probablement vu des entités ou des personnages dont vous aviez l'assurance qu'ils étaient en vie et comme vous, mais qu'ils n'étaient pas forcément. L'ami imaginaire, vous savez. Mais souvent, l'ami imaginaire n'est pas un ami imaginaire, c'est un ami qui est là, qui est d'ailleurs, et qui est visible aux yeux des enfants. Les enfants sont beaucoup plus proches de là d'où ils viennent que de là vers quoi ils vont. Vers 7 ans, ça se termine. On commence à voir comme tout le monde l'âge de raison. Vous savez, les anciens disaient l'âge de raison. C'est vrai qu'à 7 ans, on quitte cette enveloppe-là, on est plus intégré dans cette société et on voit moins les fantômes. Beaucoup d'enfants, et de plus en plus d'enfants, je dirais, voient des fantômes. De plus en plus d'enfants sont sensibles. Il y a une grande sensibilité qui se développe actuellement. Est-ce que c'est l'ouverture de cette conscience dont on parle? J'ose espérer, mais en tout cas, elle ne se produit pas telle qu'on l'imaginait ou telle qu'on l'attendait. Parce que beaucoup d'enfants voient des entités, mais ne sont pas compris par leur entourage. Souvent, ils sont terrifiés, on ne comprend pas pourquoi, et on les emmène chez le psychologue, chez le médecin, et on dit « mon enfant affabule ». Et c'est dramatique, ça donne des situations dramatiques. Donc, quand un enfant parle, et vous dit « j'ai vu une dame passer, j'ai vu », ne pas nier les faits. Les enfants voient. Ils voient, et jusqu'au jour où ils ne voient plus. Ça peut être très perturbant pour eux, mais si on les encadre et si on les aide en les faisant parler, ça peut être une aide formidable, mais aussi un moyen de se débarrasser de cette vision. Il y a quelques mois, dans mon village, il y avait une
femme qui habitait pas très loin de chez moi et qui avait une petite fille. Et elle est venue me voir en me disant « Je suis très embêtée, ma petite fille. On a emménagé dans cette maison il y a un mois et ma petite fille me dit voir dans la chambre passer une vieille dame et un petit garçon, toutes les nuits. Et elle a peur, elle nous appelle, elle ne veut plus dormir dans son lit, elle dit qu'ils viennent. Et elle dit, vous pensez qu'elle est perturbée? Je vois la petite et évidemment je vois qu'elle n'est pas perturbée, mais qu'elle voit vraiment quelque chose en plus. Elle dit cette chose, elle dit, ils viennent parce que le petit garçon me dit qu'il s'appelait André Bloch et qu'ils ont été déportés. Une enfant de 6 ans ne peut pas inventer des choses comme ça, avec des prénoms et des noms. En faisant quelques recherches, évidemment, on s'est rendu compte que la famille Bloch avait été protégée pendant la guerre dans cette maison. Et la petite fille les voyait revenir parce que c'était le dernier endroit où ils s'étaient sentis en paix avec la grand-mère. C'était cette chambre. Eux, continuant d'errer, alors qu'ils étaient morts à Auschwitz, mais continuant d'errer dans cet endroit où ils venaient chercher la paix, n'ayant pas encore pris conscience de leur mort. Vous savez, beaucoup de gens qui meurent dans des tragédies, la tragédie c'est un instant qui reste en suspens, qui reste en suspens très longtemps avant que l'on s'en sorte. Et donc cette petite fille voyait ce couple toutes les nuits, et au moment où on en a parlé, je lui ai dit, est-ce que tu as envie de les voir encore? Elle m'a dit, non, je n'ai plus envie. Je lui ai dit, tout simplement, tu leur demandes. On va faire en sorte qu'ils ne viennent plus, et depuis, évidemment, ils ne viennent plus, parce que c'est comme ça, il faut dialoguer, il faut leur faire comprendre des choses. Et chez les enfants, en ce moment, mais c'est vraiment incroyable, le nombre d'enfants qui sont médiums, clairvoyants, qui entendent, qui savent, qui vous voient, qui voient des choses et des gens autour de vous. C'est incroyable. Il faut les écouter, parce que ces enfants-là vont développer, à mon avis, dans les années qui viendront, avec ce changement de société, une ouverture de conscience exceptionnelle. La société change. Notre conception de la mort change aussi. Aujourd'hui, il faut admettre une chose. Après, les formes divergent selon ce qu'on est et ce que l'on croit. La mort est un passage. La vie continue. Tous vos défunts sont vivants. Tous vos défunts sont vivants. Ailleurs, quelque part. Ailleurs, mais pas loin. Ailleurs, à côté de vous. C'est difficile à comprendre. Parce que nous réagissons et nous raisonnons en tant que terriens ici et maintenant. Donc nous sommes avec ce corps, on ne peut pas être ici et là-bas, on ne peut pas être avec ceux qui sont loin, ça nous est impossible. Mais il faut juste essayer d'ouvrir son esprit et d'imaginer que c'est possible. Seulement, le fait qu'ils partent et qu'ils vous laissent dans un abandon total ou une tristesse terrible ou inconsolée, eh bien, ça va vous demander de faire un travail sur vous pour sortir de cet état de conscience, c'est très important. Un travail sur vous. Parce que votre tristesse est un fléau. La tristesse est un vrai fléau. Non pas qu'on n'ait pas le droit d'être triste, parce que ce serait épouvantable, on a le droit de pleurer et d'avoir un chagrin terrible quand on perd les gens qu'on aime. Mais il ne faut pas s'enfermer dedans. Et surtout, il ne faut pas retenir ceux qui partent. Quand je visite des lieux qui sont dits hantés, et qu'il y a des fantômes, ce ne sont pas les esprits dont je vous parle, ce ne sont pas vos défunts les fantômes, ce sont des gens qui sont là depuis des années et qui font le même tour, la même promenade, les mêmes gestes au même endroit, depuis des centaines d'années quelquefois. En essayant de comprendre pourquoi ils font ces gestes, soit ils ont été retenus par la maison où ils habitent, par la fortune qu'ils y ont cachée, mais souvent, ils sont restés pour rester près des gens qu'ils aimaient. C'est-à-dire, je ne peux pas partir de ce lieu. Je ne peux pas quitter ma famille. Donc ils restent. Et pourquoi ils restent? C'est que souvent, la même famille les a emprisonnés par le chagrin. Le chagrin nous emprisonne, mais comme nous sommes cette espèce de particule dont parle le physicien Massimo Teodorani, nous emprisonnons les autres avec notre chagrin. D'abord les gens qui vivent à côté de nous. Notre tristesse peut être une prison pour tout le monde. Et je ne vous parle pas des défunts qui sont désespérés de nous voir pleurer tout le temps. Quand eux, ils sont bien et qu'ils sont happés
Je donne l'image toujours de notre chagrin ou de nos appels en disant « Est-ce que tu es là? Pourquoi tu m'as fait ça? Reviens !» C'est ça en fait, hein, notre cri d'abandon. C'est exactement comme quand quelqu'un vous retient par le pull, la manche, vous savez. Ils veulent partir et vous les retenez par la manche, sans arrêt. Il y a la porte, ils veulent prendre l'air et vous dites non. C'est exactement cette image-là. Et donc ils sont là, à côté de vous, malheureux aussi, parce qu'ils ne peuvent pas aller prendre l'air. Tout est interactif. Ce que vous êtes, c'est ce qu'ils sont. Votre bonheur, c'est le leur. Votre succès, c'est le leur. Votre malheur, c'est le leur. Nous avons un devoir ici. Je dis bien un mot devoir, c'est très important. Se prendre en main pour au moins s'approcher du bonheur. Au moins de la joie. Je ne vais pas parler de bonheur mais de joie. Qu'est-ce que la joie? C'est cette espèce de force qui fait que vous vous levez le matin et que vous vous dites « Ah, mais je suis vivant. Je suis ici. J'ai mal, ou je vieillis, mais le soleil brille, mais le ciel est bleu, je vois encore les gens. Je vais aller prendre mon café, ou je vais aller voir la voisine, ou je vais aller parler aux amis. » C'est ça, la vie. Il y en a beaucoup qui le font sans réfléchir à la portée de leurs actes, ou qui ne pensent plus à le faire, parce qu'ils s'enferment en eux. Les gens qui viennent me voir sont des gens qui s'enferment en eux, qui, à le moindre obstacle sur le parcours, sont perdus en disant « Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais ?» Ne faisant plus confiance à cet état privilégié que d'être vivant. Mais quand je dis vivant, c'est ici maintenant, mais après ce sera de l'autre côté. C'est cet état d'être. Est-ce que vous vous imaginez qui vous êtes? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous seriez, à qui vous êtes quand vous n'êtes plus vous, avec votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez une sensation d'être venu pour quelque chose? Est-ce que vous avez une sensation de ne servir à rien? Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais si ma vie n'avait pas été celle-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais écouté en moi? On n'ose pas se poser la question, parce qu'on a peur de ne pas trouver la réponse, et on a peur que cette réponse ne corresponde pas à ce que nous faisons. Vous savez, on est pris dans des systèmes, et dans la mort, c'est pareil. Dans notre rapport à l'au-delà, c'est pareil. Nous sommes tous capables de capter l'au-delà. Les premiers hommes le captaient, mais sans problème. Ils parlaient à leur Dieu. Les sociétés primitives parlent aux dieux. Ils les ressentent. Ils sentent quand les entités passent dans le corps des uns et des autres. Ils les voient. Ils ne se posent pas de problème. Mais non. Quelle histoire! Quelle histoire! Entre ça et la magie. Dès que quelqu'un n'est pas bien, il pense que quelqu'un lui a acheté un sort. C'est tellement plus facile de penser que ce sont les autres. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors, sur les envoûtements, je vais faire une petite parenthèse, ce n'est pas le sujet, mais les envoûtements, ça existe, la magie noire, ça existe. Mais est-ce que vous imaginez le nombre de sorciers qu'il faudrait pour pouvoir disposer du nombre d'envoûtements en fin de compte, dans les demandes que je reçois chaque jour? Ce sont des centaines de demandes. Est-ce que j'ai été envoûtée? Est-ce que j'ai été envoûtée? Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait de la magie. Ça ne marche pas comme ça. On n'envoûte pas. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Souvent, on se bloque. On dit ma vie est bloquée. C'est le cas de beaucoup de gens. En ce moment, les vies se bloquent. Vie bloquée, ça veut dire je ne peux rien faire. Mon travail, ça ne va plus. J'arrive pas à avancer. Je suis mal dans ma peau. Ma famille, je la regarde, mais j'ai l'impression de ne plus être utile, ou on ne se comprend plus, je suis bloquée, tout ce que je fais, ça foire, je suis plus bon à rien. Est-ce que quelqu'un m'a fait quelque chose? Toujours la même question. Eh bien, je dis non. En ce moment, on se bloque. Chacun se bloque. Pas besoin que les autres fassent quelque chose. Vous savez, bloquer quelqu'un, c'est par la pensée. Souvent, on appelle ça les formes pensées, je ne sais pas si, pour ceux qui ont lu là-dessus, une forme pensée peut bloquer. Mais il faut vraiment être un super expert pour arriver à bloquer une vie avec une forme pensée. Et bien souvent, on est plus fort pour bloquer notre propre vie que pour la débloquer, pour avancer. C'est incroyable. Et les demandes que je reçois, c'est toujours sur ces blocages. Je suis bloquée. Est-ce que j'ai une entité? Est-ce qu'on m'a fait acheter un sort? À chaque fois, non, vous bloquez.
Mais comment est-ce possible que je me bloque? Vous vous bloquez parce que vous avez peur. Peur. La peur bloque. C'est la peur qui bloque la vie. La peur de faire. La peur de plus être comme on était avant. Le changement. Changer. On est en train de changer en ce moment. La société change. Intérieurement, individuellement, nous changeons tous. Il y a une véritable révolution qui se passe à l'intérieur de nous. Forcée par ce que nous recevons, par toute l'actualité, par les événements que nous captons. Évidemment, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on lit dans les journaux, ça nous transforme. Quelque chose est en train de poindre derrière tout ça. Et c'est pas de la noirceur. La noirceur, ça va encore durer quelques années. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais derrière, il y a une sacrée lumière qui arrive. Et cette lumière-là, c'est pas la lumière des petits anges, c'est celle qui est dedans, qui est à disposition et qu'il faut activer. Parce qu'une vie, ça s'active. L'au-delà, ça s'active. Si vous restez assis comme ça, toute la journée en disant « Envoyez-moi quelque chose, envoyez-moi un signe », vous n'aurez rien. Ça ne marche pas comme ça, les signes. Croyez que les signes, c'est ça. Mais non, les signes, il faut faire. Vous savez, il y a un certain Jésus de Nazareth, je crois qu'il s'appelait. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il avait vu juste le gars. Parce que si vous ne faites pas, vous ne recevez pas. Tout s'active. Les gens attendent tout le temps qu'il se passe quelque chose. Rien ne peut se passer si vous ne bougez pas. Il faut faire. Faire, c'est agir. C'est aller. Même si ce n'est pas rentable tout de suite, même si vous ne ressentez pas, on va dire, le fruit de ce que vous faites, vous l'aurez. Parce que ça marche comme ça. Et pour faire, il ne faut pas avoir peur de faire. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir dire « Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez quelque chose, vous ressentez. » Je dis « Oui, je ressens, vous ne faites rien, vous attendez toute la journée chez vous, quelque chose se passe. Rien ne se passe, non, il n'y a rien qui passe par la fenêtre, il n'y a pas d'ange qui arrive du ciel. » Et non, la peur, il faut lutter contre les peurs. Bougez, allez voir les autres. Regardez les autres, ça commence comme ça. Vous savez, de l'autre côté, c'est ce qu'ils font tout le temps. Nous, on demande à l'au-delà d'être présent et de nous aider et de pourvoir. Pouvez-vous leur demander de m'aider à payer mes impôts? J'ai plus d'argent, il ne peut pas faire quelque chose, mon mari. Ah ben non, c'est à vous de faire quelque chose. Il verra ce qu'il peut faire dans l'énergie. Mais si vous n'agissez pas, ils ne peuvent rien vous envoyer. Parce que pour que ça se passe, pour que vous soyez aidés, il faut que vous ayez une pulsion énergétique, vous ayez une avancée. Et dès que vous avancez, hop, l'énergie arrive de l'autre côté. Mais si vous êtes statique, rien ne se passe. Et personne ne peut faire que ça se passe. Moi, je ne peux pas faire. Personne ne peut faire. Pas de baguette magique. C'est vous. Et pour tout, même pour les deuils. Les deuils devraient nous bloquer et arrêter de nous faire vivre. Non, les deuils sont là pour nous faire bouger. Ils sont là, et ils le disent d'ailleurs. Je suis là pour te faire bouger. Je suis là pour te faire avancer. Pourquoi es-tu mort? Pourquoi tu m'as quitté? Il fallait que je bouge pour te voir bouger. Tout est interactif. Tout est interactif. C'est très important de le comprendre et de ne pas rester inerte. La science, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la science et dans ce que j'ai appris avec la physique quantique ou avec les autres scientifiques ou avec la psychanalyste que j'ai rencontrée, c'est qu'en fait, que ce soit dans le monde psychanalytique ou dans le monde de l'au-delà, qui ne sont séparés que par une mince frontière, puisque je dis toujours qu'il y a un point commun entre la médiumnité et la psychanalyse, c'est l'hystérie. Il faut être hystérique pour être médium. Vous avez devant vous une grande hystérie. Qu'est-ce que l'hystérie? Alors évidemment, l'hystérie, c'est pas seulement voilà, c'est ça, espèce d'hystérique. Non, c'est pas ça. L'hystérie, c'est une force qui était définie comme ça par M. Freud, qui était attribuée à certaines jeunes filles à l'époque, au XIXe siècle, qui n'avaient le droit à rien. Il y avait une société très figée, très moraliste, très prude. Elles étaient encorsetées, elles avaient le droit de rien faire. Et en fin de compte, dedans, il y avait une espèce d'énergie explosive qui commençait à bouillir jusqu'à exploser. Dans des crises, on tombait dans les pommes et on se pâmait, et voilà. Ça, c'est l'hystérie. C'est toute
l'énergie ultra-sensible qui est contenue. Les hystériques sont des grands sensibles, sont des médiums. Au XIXe siècle, d'ailleurs, il n'y avait que ça, que des médiums, des spirites. On faisait du spiritisme, tout le monde voyait des fantômes, tout le monde parlait aux fantômes. On tombait dans les pommes, on se réveillait, on avait des visions. L'hystérie, l'hystérie, l'hystérie. Et puis l'hystérie a disparu parce qu'on l'a soignée. On a dit, 20e siècle, hystérie, fini, maintenant, psychorigidité. On forme des grandes écoles, on forme des énarques. La psychanalyste, Luce Janin-Vinard, les a appelés les petits hommes gris. Ces hommes psychorigides qui n'ont d'ouverture sur rien, les technocrates, les cyber-technocrates, qui ne vous permettent pas d'aller sur un autre espace, sauf sur l'espace de l'ordinateur. Ceux-là, avec eux, la médiumnité, c'est terminé. C'est fini. Ça, c'est ce qui est arrivé au XXe siècle. Et cette hystérie-là, il faut bien qu'elle s'exprime. Et elle s'exprime à travers les médiums d'aujourd'hui. Ce sont des hystériques qui utilisent cette force pour capter. C'est une force qui capte, une force d'hypersensibilité. Pas forcément de voir les morts, mais de ressentir des lieux, de ressentir des endroits, de ressentir des gens, de se sentir mal dans certains endroits, mal avec certaines personnes, d'avoir des troubles. C'est ça l'hystérie. Il faut être hystérique pour être médium. Ça, c'est absolument indispensable, et on s'est mis d'accord avec la psychanalyste et on a trouvé qu'il y avait vraiment... Alors, je suis un peu la seule à le dire parce que c'est pas très... Parce que l'hystérie, c'est pas très reluisant. Enfin, on dit, en fin de compte, que voilà, c'est un peu péjoratif, mais c'est pas péjoratif. Moi, je prends l'hystérie comme une énergie, non pas comme une maladie. C'est pas une maladie. Un surplus d'hystérie devient une maladie. Devient névrotique, mais une dose d'hystérie est suffisante pour pouvoir capter des choses. Il y a ça. Et entre psychanalyse et médiumnité, la frontière est mince. Et souvent, j'ai affaire à beaucoup plus de gens qui ont besoin d'un psy que de gens qui ont besoin d'un médium. C'est très difficile de discerner qui est malade, qui est médium. Quelquefois, même, ce sont les deux. Ce sont les deux ensemble. Un schizophrène, le médium. Mais médium, ça veut dire quoi? Redéfinition d'un médium intermédiaire entre une dimension et la nôtre pour transmettre, ou pour dire, ou pour voir des choses. Oui, mais intermédiaire de quoi? Alors de couleur, de vision, oui d'accord, mais ça sert à quoi? Il faut que ça serve à quelque chose. Donc intermédiaire de messages, ok. Mais des messages qui soient utiles. Parce que si c'est pour me dire, je vois du bleu, pour vous je vois du bleu, d'accord. Ça va être beaucoup, très très utile. Je sens que ça va être très utile dans ma vie quand on voit du bleu pour moi. Il faut que ce soit précis, il faut que ce soit utile, toujours. Et donc là, cette capacité médiumnique, aujourd'hui, toujours pas reconnue, mais c'est pas franchement la médiumnité qui n'est pas reconnue, c'est peut-être la manière dont on a géré les choses depuis un siècle. Au XIXe siècle, les médiums étaient beaucoup plus considérés. Tout le monde allait les voir, mais pas comme des diseuses de bonne aventure. Il y avait une vraie considération sociale de la médium qui était presque l'oracle. Il fallait les voir. C'était souvent des vieilles filles, entre parenthèses un peu hystéro, donc normal. Des vieilles demoiselles anglaises qui n'avaient jamais connu un homme de leur vie et qui étaient de grandes médiums, mais vraiment de grandes médiums, des vrais médiums. Médiums à ectoplasme, c'est-à-dire avec cette espèce de comment dire, vous savez, ces espèces l'ectoplasme, on va dire, de plasma qui sortaient comme ça de leur bouche, de leurs yeux et qui formaient des mains ou bien des visages du défunt. Ça n'existe plus les médiums à ectoplasme, mais ça a existé, 19e siècle. Les médiums à écriture automatique, les médiums avec les tables, évidemment, et puis les médiums à trans, c'est-à-dire qui parlent avec la voix du mort. Ça a été un siècle incroyable. Alors ça a lancé une mode. Victor Hugo, George Sand, Flaubert, Balzac tournaient les tables. Essayaient de communiquer, tout le monde. On en parlait. Et puis tout à coup est arrivé le XXe siècle et les médiums se sont un peu racornis avec l'arrivée du gramophone, de la télévision, de l'ordinateur, du magnétophone. On se dit, tiens, il n'y a plus de médium. Pourquoi? Parce que les moyens ont changé. C'est-à-dire que tout à coup, les défunts, qui avaient à disposition des femmes, souvent des femmes, hystériques, avec donc cette capacité, cette énergie formidable à utiliser pour communiquer,
ont eu le choix avec d'autres fréquences. La télé, les magnétos, les ondes, toutes ces ondes qui circulent, que eux voient circuler. Je dis, c'est formidable. Donc ils utilisent aujourd'hui dans la transcommunication instrumentale, dans d'autres, ils utilisent ces fréquences, donc beaucoup moins besoin de médiums. C'est pour ça que nos médiums sont moins bons. Ils sont pas bons. C'est très rare. Un médium qui va vous dire, je vois là un homme, il est en train de vous dire ça, ça et ça et ça, et puis vous dire vraiment un discours, répéter le discours de ce qu'il entend. Non, on va vous dire, je vois, comme ci, comme ça, peut-être, peut-être que, peut-être pas, je sens, peut-être. C'est très très approximatif tout le temps. Parce que la technologie est venue brouiller les pistes. Et pour retravailler ça, d'abord il faut sortir des croyances, de tous ces rituels, de toute cette religiosité dont les gens se sont empreints, parce que les médiums sont très... Il y a une religiosité, je ne dis pas qu'ils sont religieux, je dis une religiosité, et il faut retravailler cette capacité de capter, mais sans interprétation et sans être tenu à un résultat, parce qu'on n'est pas tenu à un résultat. Ça, c'est aussi important. Un bon médium n'est pas tenu à un résultat. Il y a des jours ça marche et des jours ça foire. Et ça marche quand on n'est pas prêt, et ça foire quand on est prêt. Et surtout quand on est bien embêté parce qu'on ne sait plus quoi dire. Et il faut être très humble, et savoir ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'on fait avec un mort qui vous parle, et qu'est-ce qu'on fait avec un fantôme qui erre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé de les virer tous? Il y a 1 an, à côté de chez moi, il y a une toute petite maison, 3 pièces, vieille maison berrichonne, comme autrefois, toute petite maison, qui était accolée à la mienne. Et en fait, cette maison, elle n'a jamais été habitée. Je ne l'ai jamais vue habiter. Les gens l'achetaient, la revendaient. D'autres venaient pour les vacances, ça durait 15 jours, partaient. Et puis le dernier voisin, au bout d'1 an et demi, il l'achète et il la revend. Je dis, ça c'est quand même bizarre. Je l'achète, je dis comme ça, comme elle est vraiment collée à la mienne, hein, on dirait presque une petite remise à côté, voilà, une petite continuation de la maison. Et quand j'arrive dans la maison, je suis surprise de voir des tas de coquillages pendus, mais vous savez, comme... je pense que c'est gitan d'ailleurs, pour chasser les mauvais esprits, des espèces de coquillages avec des suspensions magiques pour chasser les mauvais esprits. Je dis, ça c'est quand même pas banal. Ils sont partis parce qu'ils ont eu peur de quelque chose. Et ça fait tellement longtemps que cette maison n'est pas habitée, puis après tout, c'est vrai que personne ne peut rester. Et j'ai commencé à la repeindre, il n'y avait pas grand-chose à faire, puisqu'elle était petite, donc je peignais. Et un jour d'été, l'après-midi, je suis en train de peindre sur mon escabeau, en sifflotant avec la radio, et une voix me dit « Je suis enterrée en dessous ». Je continue, je dis « Bon, c'est pas grave, je suis enterrée en dessous ». Ça arrive. Et je me retourne et je vois à la porte un homme, petite taille, pas vraiment fashion, parce qu'il a plutôt l'air d'un gallo-romain que d'un homme de notre époque. Et je reste pétrifiée. Je le vois précisément, en plus, il se protégeait. C'était très étrange parce qu'il y avait du soleil, et il était en 3D, il se protégeait du soleil, il clignait des yeux. Et au moment où je descends l'escabeau pour aller le voir, il disparaît. Je dis, qu'est-ce que c'est? Le lendemain, je reviens dans la petite maison et je le revois à la porte. Et il me parle latin. Et il me dit, tu cognis inter mundis. Et je dis, je ne comprends pas, moi pour parler latin, pas beaucoup. Donc je note, tu cognis inter mundis. Toi aussi, tu connais les entremondes. Toi aussi, tu connais les entremondes. Et je lui fais comprendre que je ne comprends pas le langage, parce que les défunts ou parlent dans leur langue, ou parlent par la pensée. S'ils parlent par la pensée, vous pouvez traduire immédiatement, mais s'ils parlent dans leur langue originelle, en fin de compte, vous ne pouvez pas comprendre. Et lui me parlait en latin, mais pas un latin comme on fait le latin du lycée, le vrai latin avec un accent. Et je note, et je dis oui. Et il me dit, moi aussi, je suis médium. Et pouf, il disparaît. Je suis un peu interloquée, je comprends mieux pourquoi cette maison n'a jamais été habitée, parce qu'en fait, ce monsieur est très présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un barbecue sans que quelqu'un le voie. Mon fils y a dormi avec des amis, dans la nuit, ils ont tous été réveillés parce qu'ils le voyaient penché sur leur lit, en train de regarder si tout le monde dormait. Et
Et puis, mon fils me dit, je me suis réveillée, il y avait un type qui me regardait comme ça. Et quand j'ai cru que c'était un copain qui était monté, il dit, le type s'est enfui en traversant le mur. Il dit, j'ai dit, ça peut pas être mon copain, c'est pas possible. Et tout le monde le voit. Et même quand je ne le dis pas, les gens me disent le matin, les amis me disent, merci pour la bonne nuit qu'on a passée ici. Sympa. Ah oui, vous avez passé une bonne nuit? Ah oui. Avec le type qui rôde, on a vu un type rôder toute la nuit. En fait, tout le monde le voit. Alors, je me suis dit, ça va être très embêtant, parce que moi qui voulais en faire une petite chambre d'amis pour recevoir pendant les vacances, je ne peux rien faire. Il est là. Alors, je lui dis, est-ce que, pourquoi tu es là? Tu n'es pas parti, pourquoi tu n'es pas passé? Il me dit, mais je suis passé, mais j'ai le droit d'être là, je suis revenu. J'ai le droit d'être là, je suis revenu. Et là, je ne comprends plus, parce que pour moi, un mort qui est là, il ne va pas être là, il faut qu'il passe. Non, il me dit, moi, je suis là parce que c'est mon rôle. Mais j'ai dit, ton rôle, c'est pas d'être ailleurs. Il me dit, mais je suis allé ailleurs, je suis revenu pour être ici. Je dis, oui, mais tu es décédé. Et alors, je suis gardien. Je suis gardien du lieu. C'est un lieu sacré. Je suis gardien. J'ai gardien de quoi? Une maison à 3 pièces. Il me dit, gardien du cimetière. Mais il n'y a pas de cimetière ici. Mais si, il me dit, tout ça, c'est le cimetière. Je ne comprends plus bien. Et j'appelle mon fameux François Leroy, mon archéologue préféré avec qui je fais mes expérimentations. Je lui dis, mais tu peux me dire? Il me dit, mais oui, il vient, il regarde les plans à l'INRA, puis il regarde, il me dit, ah ben mais cette petite maison est construite sur un ancien cimetière mérovingien, ce qui explique la frange en biais du type, et qu'il n'était pas très fashion. Et ce type-là, qui s'appelle Marcellus, parce que j'ai eu son prénom, Marcellus, donc mérovingien, est là et me dit, je ne partirai pas avant toi, tu partiras bien avant moi. Et j'ai dit, comment sais-tu? Parce que je vais garder encore très longtemps. Et lui me dit, ma mission maintenant dans l'au-delà, c'est de garder le cimetière qui n'existe plus encore pendant 1 ou 2 siècles. Mais pour lui, 2 siècles, c'est comme 2 heures pour nous. Il ne voit pas passer le temps. Il me dit 2 siècles pour toi. Pour moi, il n'y a plus de temps. Et là, je ne comprends pas. Et il me dit, mais qu'est-ce que... Et on a eu cette conversation, c'est extraordinaire. Un dimanche de juillet, avoir une conversation avec un mort depuis 1300 ans. Et il me dit, parce que tu crois que dès qu'on voit un fantôme, il faut le chasser. Tu crois qu'il faut le nettoyer parce que ça vous embête. Mais nous sommes bien avant vous dans les maisons, dans les endroits. C'est vous qui devez demander la permission. C'est pas nous qui devons partir. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit que c'est vrai que nous arrivons comme des colonialistes. On achète une maison, elle me plaît, oh, elle est chargée, allez chercher quelqu'un pour la nettoyer, hop, 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 les entités dehors, un coup de balai, c'est terminé, et je fais ma déco. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pour ça qu'ils reviennent. C'est qu'il faut savoir si ces entités que l'on ressent dans les maisons, elles doivent être là ou pas. Et si elles ont pour mission d'être là encore, si elles doivent faire un travail encore ici, on ne peut pas les chasser. Il faudra faire un bail de colocation. Et c'est souvent le cas, ce qui se passe. Je sais qu'avec mon Marcellus, je n'ai pas de choix. Il va falloir qu'on soit coloc. Et qu'il supporte mes amis, et qu'il supporte... Et quand il ne les supporte pas, le problème, c'est qu'il se manifeste quand il n'aime pas les gens, quand il sent qu'il y a hérésie. Quand il sent qu'il y a une hérésie, il se manifeste. C'est très embêtant. Donc il claque les portes, il y a des bruits terribles, comme si le toit s'effondrait. Rien ne se passe. Des portes qui claquent, il n'y a pas de porte. Des choses terribles. Et je dis, il va falloir trouver un moyen de cohabiter. Et maintenant, j'ai compris, quand je vais dans une maison, on me dit, venez, il y a quelqu'un. La première chose à demander, c'est est-ce que cette personne-là a besoin d'aide et doit partir, ou est-ce que cette personne-là doit rester et qu'on doit trouver un moyen de cohabiter. C'est très différent, parce que c'est une vision totalement nouvelle pour moi. Je ne savais pas ça, qu'on pouvait revenir en esprit, être passé de l'autre côté, et revenir pour travailler une mission. Rien à voir avec ceux qui ne partent pas, ceux qui ne partent pas, ça c'est autre chose, qui ont besoin d'être poussés. La différence entre les deux, je vais vous le dire. La différence, c'est qu'un esprit qui ne part pas, quelqu'un qui meurt et qui reste dans la maison pour être avec les siens, eh bien, il va vous plomber la maison parce que ça va devenir très vite, très lourd, et vous-même, vous allez être très mal, très vite. On ne peut plus respirer, on est mal, on se sent tiraillé, on se sent lourd, la maison devient irrespirable parce qu'il y a une entité qui ne part pas. Et là, il faut vraiment agir pour aider l'entité à passer.
Mais c'est quelqu'un qui revient, vous ne pouvez pas, effectivement, décider de le chasser, parce qu'il est chez lui. Donc, pas de règlement, pas de loi implacable. On demande, on regarde. Et moi, ça a changé toute ma façon de penser. Vous savez, cette espèce de systématisme qu'on a de dire nettoyage, le lieu, il faut d'abord comprendre le lieu. Il faut comprendre le lieu. Il faut savoir où on habite, il faut savoir sur quoi la maison est. Et c'est pas la maison qui compte, c'est ce qu'il y avait avant. C'est pas non plus ce qui s'est passé dans la maison qui peut jouer, c'est le terrain. Il y a un monsieur qui était venu me voir, mais je crois que c'était ici. Ah non, c'était pas ici, c'était pas à Bergerac, c'était à Poitiers, je confonds. Qui était venu me voir en disant, venez chez moi, c'est invivable, la maison, on est en pleine campagne, il n'y a rien du tout, il n'y a rien eu avant. J'ai dit, attendez, c'était la bataille de Clovis, donc effectivement, sur un champ de bataille, on ne peut pas vivre bien. Vous avez sous les pieds quand même des tas de gens qui ont été égorgés et qui sont morts dans des batailles, même si ça a 5 siècles, c'est pas grave, ça joue toujours, c'est toujours là, puisque les mémoires sont dans le sol, tout est mémoire. Donc se poser toujours des questions. Pas de systématisme, chaque cas est un cas particulier. Si on vous dit faites ça et ça, parce que quand il faut faire ça, quand il y a ça, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes uniques, nous sommes tous uniques. Chacun de nous a une façon de vivre, de penser, de respirer, de rêver, de manger, de boire, d'évoluer différente. C'est ça notre richesse en fin de compte. Votre richesse, c'est d'être unique. On a une histoire, toute une histoire particulière. Et cette histoire, chaque jour de notre vie, on doit la réécrire tous les matins. On doit la réécrire en disant, bon, aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais faire rentrer qui? Je vais faire sortir qui de mon histoire? Chaque jour, votre histoire est particulière. C'est une page nouvelle. Et donc, nous sommes constamment dépendants de tout ce qui nous entoure. Constamment dépendants de tout ce qui nous entoure. On doit la jouer avec les vivants, mais aussi avec ceux qu'on ne voit pas. Avec notre maison, avec les mémoires, avec tout. C'est complexe. C'est très complexe. Et quelquefois, des gens se sentent mal simplement parce qu'ils sont à côté d'un jardin où il y a eu une bataille ou une tragédie, seulement un jardin, et qui va répercuter jusque dans leur maison des espèces de vibrations, on se sent mal, mais chez eux, on ne trouverait rien. C'est très très délicat. Un être humain, c'est un ordinateur extrêmement délicat, qui a 1 million de logiciels et qui ne fonctionne qu'avec 3 logiciels, en fin de compte, sur 1 million, on fonctionne très très peu, on est au minimum. On est au minimum dans notre vie quotidienne, alors qu'on peut faire des choses incroyables avec l'esprit, la pensée. On peut faire tout, on peut communiquer. La communication par la pensée. Quand vous pensez à quelqu'un, vous le voyez. Quand vous l'entendez arriver, vous savez que vous allez voir quelqu'un parce que vous en avez rêvé, vous le voyez le lendemain. Tout ça, c'est des communications en permanence. On est connecté tout le temps avec tout le monde, avec l'invisible, avec le visible. La prémonition, sachant que le temps n'existe pas, et on peut tout faire. On est à l'aube de quelque chose. On est à l'aube d'une nouvelle ère. Les temps changent. Le climat est là. C'est pas simplement pour nous dire que la Terre va mal. C'est pas ça, c'est une fin de cycle de toute manière, même si l'homme a accéléré par sa pollution et qu'on a bien saccagé le terrain quand même. Mais le climat, c'est une autre chose, c'est une fin de parcours d'un cycle. La Terre, elle va encore rester et se régénérer. Elle. Vous pouvez compter sur elle, elle va se régénérer. Nous, on ne sera plus là, elle continuera de se régénérer. Mais le climat, il nous dit une chose, il nous dit l'homme va continuer d'évoluer avec une conscience différente. Il y a une vraie ouverture de conscience aujourd'hui. D'abord, le nombre. Votre nombre explique aussi qu'aujourd'hui, il y a un intérêt pour toutes ces choses-là. On sent bien que la science flirte de plus en plus avec ces histoires-là. On sent bien que les médecins cherchent de plus en plus de nouvelles façons de guérir ou de soigner. On sent bien que toutes les nouvelles thérapies existantes sont quand même efficaces. On sent bien qu'il y a un véritable changement dans la volonté de s'alimenter autrement, la volonté de vivre autrement, de gérer le temps autrement. Nous sommes à l'ouverture d'un monde nouveau et nous sommes acteurs. C'est-à-dire que le changement qu'on vit actuellement, et quand je parle de changement, c'est pas dans le sens... Certains l'ont utilisé il y a quelques mois. Le changement, c'est maintenant, mais le vrai. Et c'est un changement profond. Profond. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train de se passer actuellement dans l'invisible. Tout est en train de changer, donc tout ce que vous voyez s'écroule. C'est vrai que ça s'écroule et ça va continuer de s'écrouler. Encore pendant 3 ans, ça va être dur.
3 ans, ça va s'effondrer. Terrorisme, écroulement de la société économique, etc. Mais vous savez, ce qui est formidable, c'est que nous sommes capables de trouver des idées extraordinaires. Parce que nous sommes quand même des créateurs, même si vous ne le savez plus. Nous sommes des créateurs, enfin, nous, on est capable de substituer, on est capable de communiquer, d'avoir des idées neuves, et des idées neuves vont arriver. Des nouvelles idées. Des gens extraordinaires vont arriver avec des nouvelles manières de vivre. Donc, il n'y a rien de désespéré. Ne soyez pas désespérés, il n'y a rien de désespéré. Même la mort n'est pas désespérée. Pour qu'elle soit désespérante, il faudrait qu'on soit immortel ici. Qu'on soit toujours ici. Ce serait désespérant alors, si certains mouraient et que d'autres étaient condamnés à vivre tout le temps ici. Mais notre vie, elle dure quoi dans l'univers? Elle dure quoi? 4 secondes dans l'univers? Rien. Ça passe. On s'en va. On retrouve les autres. On repart ailleurs. Comme on l'a fait avant. Vous n'avez peut-être pas de souvenir, mais vous l'avez fait exactement comme ça avant. Vous n'êtes pas né le jour de votre naissance ici. Vous êtes né ici dans un certain sens, oui, mais vous n'êtes pas né dans le monde. Vous êtes vivant depuis toujours. Vos morts, vous les connaissez depuis tout le temps. Mais il ne vous est pas arrivé à la naissance d'un petit enfant de dire « mais je le connais depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus ». Quand vous rencontrez votre épouse ou votre époux, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Mais on se connaît depuis longtemps. On a juste changé d'apparence, mais cette apparence-là va durer quoi? Rien du tout. Qui se souvient des gens au Moyen-Âge qui se posaient les mêmes questions que nous? Qui disaient « mais pourquoi je suis là? Mais est-ce que je vais mourir ?» Ah oui, on est là, on est pour mourir. Ça, c'est pas bien grave. L'important, c'est de vivre bien. L'important, c'est de profiter de vos capacités. Et jusqu'à votre dernier souffle, vous avez des capacités formidables, il faut en profiter. Utilisez-les. L'au-delà est en vous. Activez-le. Vous ne ressentez rien, vous ne voyez rien. Décidez de voir, activez. Activez, mais pas en écoutant et pas en attendant comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Ça veut dire, bon, il va se passer quelque chose là. Un ange va arriver, quelque chose, un fantôme. Non, vivez normalement. Et puis, soyez bien avec les autres. C'est hyper important. C'est pas une leçon de morale que je vous fais. Parce qu'on a tendance beaucoup maintenant, pour être bien, à faire de la méditation, de la sophrologie, de la détente, c'est bien. Mais la relaxation, c'est aussi se rencontrer avec les copains et de passer une bonne soirée, et de bien rire, et de bien s'amuser, et de danser, et je sais pas moi, d'être bien ensemble. C'est quand même plus important que d'être tout seul dans son coin en faisant... parce que c'est ennuyeux au bout d'un moment. Hein, j'ai essayé, hein, une fois. Mais j'avais bu. Non, je plaisante. Voilà. Je ne sais pas si le temps qui m'est imparti, je regarde, oui. Oui. Béatrice qui prend le temps parce qu'elle a mal au dos. Béatrice, ça m'a plu. Voilà, oui. L'âge. Le grand âge. En tout cas, voilà. Je pense que ce qui est plus important maintenant, c'est les questions qui vont être... Voilà, mamie. Les questions qui vont être posées sont importantes. J'ai envie de répondre à vos questions. J'ai envie, parce que je suis sûre que vous avez des questions. Et moi, j'ai envie de plutôt que de vous faire, peut-être, de dire des choses que vous savez déjà. J'ai envie de répondre à vos questions. Ça, c'est une bonne idée. Merci, Patricia. Bien. Merci à vous. Il n'y a pas, on la kiffe. Alors, messieurs, dames, ce que je vais vous proposer, allez, top chrono, un petit quart d'heure de pause, hein, voilà. Comme ça, nous, on a le temps de se mettre 2-3 petites choses au clair, et puis on vous retrouve dans un petit quart d'heure pour les questions qui viennent de vous.